So, what's the next thing that's in your mind that you're thinking about? I do have a small card game by now. I'm working on a small card game for 2016. Yeah, it's just... Ce type avec ses cheveux verts un peu excentriques, c'est Friedemann Friese, un auteur de jeux de société allemand. Outre son look particulier, ce n'est pas n'importe qui dans le milieu. Il nous a conçu des jeux qui sont beaucoup marqués par sa patte d'auteur. Et ce sont donc des jeux qui se sont fait pas mal remarquer. Penchons-nous donc sur cet énigmatique personnage et voyons ensemble quelle a été sa contribution au monde ludique. Friedemann Friese est né à Stadthagen en Allemagne le vendredi 5 juin 1970. Vous allez voir pourquoi ça a de l'importance dans quelques minutes. Au début des années 90, il a travaillé à la fois en tant que DJ et que vendeur dans un magasin de jeux, tout en se lançant doucement dans l'autorat de jeux de société. L'idée lui étant venue après avoir été à Essen, au plus gros salon mondial de jeux de société. Après avoir sorti quelques jeux expérimentaux qu'il éditait lui-même de manière très artisanale dans sa boîte d'édition qui s'appelait Spielbaustelle, il commencera à sortir quelques jeux plus aboutis en renommant sa boîte 2F Spiele, le 2F du début signifiant Falsche 50er, ce qui était le nom d'un de ses jeux et qui veut plus ou moins dire un faucheton en français. Il va alors peaufiner de plus en plus ses jeux jusqu'à atteindre un point culminant en 2001 avec Funkenschlag, que vous connaissez sûrement avec cette édition sous le nom de Power Grid ou Haute Tension. À partir de l'année suivante, il commencera à vivre du jeu, en ayant la double casquette auteur et éditeur, n'éditant au sein de 2F Spiele que ses propres jeux. Il sera d'ailleurs rejoint plus tard par Henning Kröpke, qui s'occupera de beaucoup de parties de l'édition que Friedemann trouvait rébarbatif, ce qui permettra à ce dernier de se concentrer plus sur la partie créativité et développement, bref, son travail d'auteur. Bien plus récemment, il organisera également des ateliers et des conférences pour apprendre à être auteur de jeux. Mais un truc qu'on retiendra aussi et surtout de lui, c'est qu'à partir de Falsche 50er, sorti en 1994, quasiment chacun de ses jeux sera marqué par deux caractéristiques communes. D'une part, la couleur préférée de Friedemann Friese, le vert, comme on le retrouve dans sa coupe de cheveux tout droit sortie de la Saint-Patrick, sera omniprésente dans la charte graphique de ses jeux. Et d'autre part, une obsession pour la lettre F, que l'on retrouve dans les initiales des titres de ses jeux, sur d'autres éléments de jeu, et bien évidemment dans le nom de sa boîte d'édition. Il faut dire que le bonhomme s'appelle Friedemann Friese, et rappelez-vous, il est né un vendredi 5, ce qui se dit Freitag der 5 en allemand. On dirait presque le début d'une vidéo de numérologie complotiste. Mais bref, maintenant que l'on voit à qui on a affaire, parlons maintenant des jeux importants de sa ludographie. Si on compte les extensions, Friedemann Friese a sorti dans sa vie plus d'une centaine de jeux. Autant vous dire que l'on va éviter d'être exhaustif et que nous allons plutôt nous pencher sur ces jeux les plus importants. Comme je vous l'ai dit, après avoir sorti quelques jeux expérimentaux et autres jeux pas très connus, c'est vraiment Funkenschlag qui l'a mis sur le devant de la scène, un jeu d'enchères et de placement sorti en 2001, parce qu'en 2001 c'était à fond à la mode les jeux d'enchères et les jeux de placement. C'est vraiment son jeu phare qui a connu moultes extensions et autres spin-offs et dérivés. Maintenant qu'il est un peu plus sur le devant de la scène, l'année suivante, en 2002, il se fera remarquer pour son jeu Fische Fluppen Frikadellen, un jeu à la thématique bien space, mais que l'on retiendra surtout parce que c'est un jeu qui peut se jouer avec 3 boîtes sur 3 tables de jeu en même temps, les joueurs passant d'une table à l'autre pendant la partie. L'année d'après, en 2003, c'est la crypte de la créature que l'on retiendra, et avec les 2 jeux précédents, ils forment plus ou moins ce qu'on pourrait appeler l'apogée de la première période de Friedemann Friese. Un trio de jeux à succès sortis chacun avec 1 an d'intervalle. A partir de là, la machine était lancée, et vu qu'il s'entourait des mêmes personnes, notamment Harald Lieske et Lars-Arne Kaluski, pour les illustrations, il a fini par se créer son style visuel qui permet à ses jeux de se démarquer. On a déjà parlé de l'omniprésence de la couleur verte et de la lettre F, mais la patte graphique si particulière donne un côté punk et underground à ces jeux. Ils aiment d'ailleurs particulièrement placer des références et autres easter eggs dans les illustrations du jeu. Je vous avais d'ailleurs cité 2 jeux de Friedemann Friese dans ma précédente vidéo sur les easter eggs. Si vous voulez vous amuser, sachez que dans tous les jeux illustrés par Kaluski, il y a toujours un lapin rose à trouver. Friedemann Friese va ensuite explorer plusieurs styles de jeu, que ça soit l'enchère pure, la culture générale, et pourquoi cette boîte n'est pas verte, j'ai jamais compris pourquoi, le jeu de course, le party game, ou bien le jeu de bluff.
Tout au long de sa carrière, on verra pas mal de rééditions de ses vieux jeux, mais particulièrement après 2010. Et oui, pour ceux qui connaissent les proprios, ça fait partie de ses tout premiers jeux expérimentaux de 1992. Et donc à partir de 2010, on va pouvoir commencer à avoir quelques nouvelles obsessions chez lui. Déjà le jeu solitaire, en particulier avec Vendredi en 2011, qui donnera envie à l'auteur d'expérimenter ensuite d'autres jeux qui ne se jouent qu'en solo. Ensuite les jeux de pli, ou du moins les jeux très similaires à des jeux de cartes traditionnels. Mais il y a surtout une mode plus récente dans le milieu du jeu de société qui va totalement le fasciner, le Legacy. Il pense tellement que cette nouvelle façon d'aborder la conception de jeu est importante qu'il va lancer une gamme dans sa boîte d'édition, les jeux Fabulosa, dont le premier et sûrement le plus connu était Fabulosa Fructus en 2016. Alors c'est des débats d'experts pour savoir si ces jeux sont bien Legacy ou non, puisqu'ils n'impliquent jamais une destruction du matériel. Ces jeux n'ont de Legacy que le concept de jouer en campagne, où jouer une partie du jeu aura une influence sur les parties suivantes. Il va en particulier aller jusqu'à dévoiler les règles du jeu au fur et à mesure des parties dans sa gamme Fast Forward, une sorte de sous-gamme des jeux Fabulosa où l'argument est de ne pas avoir à lire les règles. On ouvre la boîte et on les découvre alors qu'on joue. Voilà, donc maintenant qu'on a fait un beau tour d'horizon des jeux de Friedemann Friese, il est temps de se pencher sur la vraie raison pour laquelle je me décide de parler de lui dans cette vidéo. Même si on peut parler de la patte graphique qui accompagne ces jeux, il y a tout de même des éléments d'un point de vue conception de jeu qui font qu'on reconnaît bien le style de Friedemann Friese, qui font qu'on peut voir en lui une patte d'auteur. Il a beau avoir abordé des styles de jeu très différents les uns des autres, on reconnaît assez vite un jeu de Friedemann Friese. Déjà, on le voit pas mal dans son look avec ses cheveux teints en vert, il a un petit côté punk, rebelle ou du moins non conventionnel. Notre premier contact avec ce côté contestataire sera dans la thématique de ces jeux. Là où les éditeurs ne prennent généralement pas trop de risques et vont rester sur des thématiques de jeux très conventionnelles, Heroic Fantasy, science-fiction, cowboy, viking ou Sherlock Holmes, Friedemann Friese à l'inverse va déployer des univers très spécifiquement bizarres. Je vous avais parlé de Fischeflupen Frikadellen tout à l'heure, je vous invite vraiment à aller lire le pitch du jeu qui est juste impossible à vous retranscrire tant il est perché. Mais on peut aussi par exemple parler des animaux qui boivent des smoothies dans Fabulosa Fructus, ou encore de son jeu récent Fast Sloth, qui est un jeu de course de paresseux. Ce côté thématique absurde se marie évidemment avec le côté punk des visuels dont je vous avais parlé tout à l'heure. En fait, il déclare lui-même dans une interview utiliser cette technique de mettre un thème super étrange quand il a une idée de jeu très mécanique. Il est habituellement très fan des jeux où la mécanique et le thème se marient parfaitement, et donc utiliser un thème très exotique reflète au final l'absurdité mécanique de son jeu. Bien sûr, pas mal de ces jeux sont à l'inverse plutôt inspirés par un thème, et du coup n'ont pas ce côté exotique et bizarre. En revanche, c'est là un autre endroit où son côté politiquement incorrect s'exprime. En particulier récemment, il se met à utiliser des thèmes qui font passer des messages politiques, foncièrement de gauche, comme dans Futuropia ou Firehaven, où l'objectif général est de rendre ses ouvriers heureux en réduisant leur quantité de travail. Dans ses plus vieux jeux, on retrouvait plutôt une touche provocatrice, parfois gore, jouant aussi sur le côté sale gosse du personnage un peu rebelle qu'incarnait l'auteur et par extension sa boîte d'édition. Mais il n'y a pas que la thématique dans la vie, et bien sûr quand on parle du style d'un auteur, on s'intéresse aussi et surtout aux mécaniques de ses jeux. A priori, on pourrait se dire qu'il n'a pas trop de style privilégié, vu qu'il a touché un peu à toutes les mécaniques de jeu. D'ailleurs, il a lui-même un peu du mal à définir son style en nous disant qu'il a une approche très mathématique de la conception de jeu, et en nous citant des éléments très précis qu'il aime bien mettre dans ses jeux, comme le fait d'avoir un système de course plutôt qu'un nombre fixe de tours de jeu, ou encore qu'il aime les jeux à moteur, ou du moins avec un effet boule de neige, ce qu'on constate particulièrement dans les jeux économiques du début de sa carrière. Même si c'est plutôt vrai, il y a tout de même un élément bien plus important selon moi qui surplombe l'ensemble des jeux de sa carrière. Tous ces jeux sont à concept fort. Je vous en avais déjà parlé dans un podcast et je vous invite à le réécouter si vous voulez plus de détails. Un jeu à concept fort, c'est un jeu qui se base sur une idée forte et à fort potentiel. Autrement dit, le concept du jeu est souvent résumable en une phrase et on comprend immédiatement tout l'intérêt que peut avoir le jeu. Friedemann Friese est avant tout un concepteur. Chacun de ses jeux va tourner autour d'un concept unique et fort. Ça, c'est un jeu de quiz avec du placement d'ouvriers. Ça, c'est un jeu de deck building mais qui se joue en solitaire. Ça, c'est un jeu où on peut jouer sur 3 tables en même temps. Là encore, on retrouve souvent un côté hors des sentiers battus. Cet auteur aime particulièrement aller défricher de nouveaux horizons ludiques.
A noter aussi que cela apporte forcément une touche souvent épurée, c'est le principe même du concept fort, et il préfère donc une mécanique originale, seule, plutôt que noyée dans d'autres mécaniques comme le ferait un jeu salade 2 points comme on dit. Alors bien sûr ça a un côté expérimental puisqu'il s'agit toujours de nouvelles choses jamais faites auparavant, et si le concept est bon, ça ne veut pas forcément dire que l'exécution l'est pour autant, mais ça a le mérite d'apporter un peu de fraîcheur au monde ludique. Et donc pour pouvoir apporter ces nouvelles expériences au monde du jeu, il faut forcément bien le connaître. Pour pouvoir casser les codes, il faut en connaître les rudiments. Cette passion, cette fascination pour le monde ludique dont Friedemann Friese se nourrit pour trouver ses concepts forts, va transparaître dans sa ludographie. Bien sûr, on trouvera des easter eggs y faisant référence, mais ça c'est le cas de pas mal de jeux, mais lui ira bien plus loin en créant des sortes de méta-jeux comme Ludophile, un jeu où il faut essayer de trouver des jeux correspondant à certaines caractéristiques. On peut aussi citer un de ses plus grands hommages qui sera Copycat, qui se veut un mélange entre toutes les mécaniques à la mode du moment, deck building, draft, pose d'ouvrier, une sorte de Frankenstein ludique qui contient d'ailleurs une sorte de méta easter egg et tout plein de références. Mais je pense que c'est en 2015 qu'il sortira l'œuvre la plus significative de son style, qui mélange à la fois concept fort et référence au monde ludique, 504. 504, c'est un peu la version jusqu'au boutiste de Copycat. C'est un jeu qui contient, comme son nom l'indique, 504 possibilités de jeux différents. On choisit 3 mécaniques de jeu, et cela nous donnera une combinaison de règles du jeu possible. Et quel parfait exemple pour conclure cette vidéo. Car 504 est à l'image de tout ce que Friedemann Friese a pu faire. Il absorbe les différents courants, les différentes modes du jeu de société pour en recracher des concepts expérimentaux, parfois réussis mais souvent avec une exécution un peu boiteuse. Si 504 est son jeu le plus caractéristique, c'est très loin d'être un des jeux les plus agréables à jouer. Les différents jeux sont au final assez inintéressants car il leur manque le raffinement que pourrait avoir un jeu plus normal et traditionnel. Néanmoins, j'aime quand même 504 et toute la ludographie de Friedemann Friese pour ce côté expérimental. Bien sûr, il y en a qui sont beaucoup mieux réussis que d'autres, mais même ceux dont je n'aime pas l'exécution, je suis juste content qu'ils existent et je pourrais y jouer juste pour savourer l'idée qu'un jour, un type a essayé un concept un peu fou et différent. Il faut dire qu'éditer soi-même ses propres jeux, ça enlève pas mal de filtres et permet donc ce côté hors du commun. Et si le monde du jeu de société est aujourd'hui très bon pour formater des auteurs et créer des jeux avec une bonne exécution mais un concept faible, nous avons bien besoin de gens comme Friedemann Friese pour nous proposer de nouvelles expériences malgré l'exécution pas toujours réussie. Nous avons bien besoin de concepteurs.